Merci d'être avec nous ce soir. On s'excuse pour la semaine dernière, on a dû reprogrammer cet événement pour des raisons de santé. C'est la période qui veut ça. En tout cas, on est très content de vous voir ce soir pour cette nouvelle soirée UX Writers FR. Si vous ne nous connaissez pas encore, UX Writers FR, c'est un collectif de 4 personnes, Amandine, Camille, Marianne et moi-même, et on travaille dans le domaine de la rédaction UX et du design de contenu. Et on organise justement des événements autour de ce sujet, plus largement autour de l'user experience, pour parler en fait de cette pratique, pour pouvoir parler des relations entre nos métiers et les autres métiers du produit, et différents aspects aussi de l'UX design qui sont touchés par l'UX writing. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube, notamment pour voir les replays de nos événements. Donc, bientôt, vous pourrez retrouver le replay de cet événement sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, on est aussi sur Meetup si vous voulez nous suivre et surtout vous inscrire pour assister à nos futurs événements. Je vais vous donner le lien Linktree dans lequel vous allez avoir tous les liens pour pouvoir nous suivre. Où est le chat? Alors, j'accepte les gens aussi qui arrivent en même temps. Et voilà, c'est parti dans le chat. Si vous avez des idées de sujets, on est super friands et on est super à votre écoute. Et c'est d'ailleurs comme ça en fait que l'événement de ce soir s'est organisé. On a eu 2 super personnes qui nous ont contactés pour un super sujet, donc forcément on leur a dit oui. Si vous souhaitez nous aider pour organiser ces événements et pour faire qu'ils soient toujours gratuits, parce qu'on organise ces événements en fait sur nos propres fonds personnels pour tout ce qui est logistique, donc le compte Meetup, le compte Google Meet pour vous accueillir en grand nombre et vous proposer le replay. On a un Ko-fi, si jamais vous voulez nous donner un coup de pouce. On remercie toutes les personnes qui nous ont déjà aidés. Si jamais vous voulez nous donner encore un coup de pouce, on vous en remercie. Voici le lien dans le chat. En parlant du chat, si vous avez des questions pendant la présentation de ce soir, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous les faire parvenir. On va garder un œil dessus, on va compiler toutes vos questions et on va les poser à nos invités du jour. Et si jamais il y a des réponses auxquelles on peut vous apporter déjà des réponses ou partager des ressources, on le fera. Et on vous partagera aussi toutes les ressources qui seront présentées dans la présentation directement dans la bio pardon, de la vidéo YouTube. Pour ce soir, donc on a la chance de parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le design inclusif. C'est un aspect du design super important qui passe par la recherche, par le design et aussi par le contenu, pour justement qu'on puisse dire aux personnes qui utilisent nos produits différentes choses pour faire qu'elles se sentent accueillies, qu'elles voient qu'on a pensé à elles tout au long de notre travail. On a déjà fait 2 soirées sur ce sujet l'année dernière, donc vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube. Et ce soir, on a la chance d'avoir Chiara Angori et Christopher De Paola pour nous parler de design inclusif, pardon, et surtout de différentes pistes pour pouvoir proposer des expériences inclusives, sécurisées, safe, accueillantes pour les personnes trans. Donc, Chiara et Christopher, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et surtout merci de nous avoir proposé ce beau sujet. C'était avec grand plaisir. Alors, Chiara, tu es UX Writer. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de toi? Oui, j'ai travaillé comme UX Writer ou Content Designer depuis presque 2 ans. Avant, j'étais chez Doctolib, j'étais là-bas pendant 1 mois et demi. Et aujourd'hui, je suis chez Casavo, du coup, dans l'immobilier, depuis septembre dernier. Super. Christopher? Oui, du coup, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Christopher et je suis product designer, donc à la fois de la recherche, à la fois vraiment le côté UI aussi et un peu stratégique chez Bimply, qui est, pour qui connaît, l'ancien Appetis, donc dans le groupe BPCE. Ticket restaurant, carte cadeau, tout ça, tout ça. Top. Encore merci à vous deux d'être là ce soir et puis la parole est à vous. Nickel. Je vais commencer en partageant mon écran et en donnant un point bonus aux personnes qui écrivent en chat en premier d'où viennent les mangas que j'ai directement à ma droite. Voilà, pour faire un peu d'engagement. Alors, normalement, vous voyez bien mon écran. Ça s'affiche. Nickel. Ok. Bonjour tout le monde. Encore ravi de vous avoir aujourd'hui ici avec nous pour parler des designs inclusifs et dans le spécifique, peut parler des produits safe pour les personnes trans et comment en fait en créer.
Cette présentation va se diviser en 5 grandes parties. La première, c'est en général sur le thème de la représentation. Ensuite, on va parler des formulaires. Troisième, de bonnes et mauvaises pratiques qu'on a trouvées concernant de coller des design inclusifs. Quatrième, on va parler des formulaires, mais cette fois-là, comment créer des formulaires inclusifs. Et le cinquième, les designs comme revanche pour vous donner de la patate pour la suite. Du coup, on commence en parlant des représentations et pour que tout le monde soit bien aligné, on commence avec des définitions. La première, c'est personne trans ou personne transgenre. C'est les termes qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui et c'est en fait pour parler d'une personne qui ne s'identifie pas à son sexe de naissance. Par exemple, qui a fait une transition de male to female ou de female to male. Le contraire, c'est personne cis ou personne cisgenre, du coup, une personne qui s'identifie à son sexe de naissance. On a aussi deux autres termes, personne non binaire et outé. Personne non binaire, c'est un autre terme qu'on va utiliser parce que c'est un sous-groupe, on va dire, de spectre trans. Et du coup, c'est une personne dont l'identité des genres n'est ni exclusivement femme, ni exclusivement homme. Et du coup, c'est pour ça que ça rentre dans le groupe des personnes trans. Le quatrième, c'est outé, c'est-à-dire de révéler l'homosexualité, la bisexualité, transidentité, non-binarité, etc., d'une personne sans son consentement ou contre même sa volonté. Fun fact, en québécois, le outing, c'est appelé déplacardage. Voilà, si jamais vous voulez l'utiliser en soirée. Première question, est-ce que entre vous, vous avez déjà parlé avec une personne trans? La question n'est pas anodine. En étant des designers, on connaît merci Marie-Michel. Bah, du coup, je vais rigoler contre le Grand Dictionnaire terminologique de 2020. Pour les personnes trans, si vous avez déjà parlé avec des personnes trans, parce que en étant designer, vous savez à quel point c'est important de connaître ses propres utilisateurs et d'avoir des conversations avec eux. C'est encore plus important dans le monde du design, mais aussi dans une société qui aujourd'hui change et change beaucoup. Selon des études qui ont été faites aux États-Unis, 80% des Américains ne connaissent pas personnellement une personne transgenre. Du coup, ça veut dire que toutes les informations que les Américains obtiennent sur l'identité des personnes transgenres proviennent des médias. Du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de faire un focus, c'est ce qu'on va faire juste après, sur la représentation dans les médias et ce qui se passe dans les médias quand on pense à ces personnes. La même question, c'est sur les personnes non binaires. Normalement, si vous ne connaissez pas des personnes trans, vous n'avez jamais parlé avec des personnes non binaires. La non-binarité, on va les prendre après avec Christopher, mais c'est on va dire, un sujet, entre guillemets, qui revient beaucoup et qui, pour les designers, est encore plus important parce que requiert des décisions, aussi d'un point de vue des designs, qui sont très frappantes et qui sont politiques. Mais du coup, revenons à nos moutons, revenons au monde du média. Pourquoi on a voulu commencer par ça? En fait, dans les années 60 jusqu'aux années presque 2000, on a dans plusieurs films cultissimes des personnages, des acteurs en fait qui se déguisent dans les deux cas en homme et dans un cas c'est une personne trans. Du coup, ces trois films de Psychose, Madame Doubtfire et Ace Ventura sont devenus cultes dans notre propre culture et nous ont en partie formés à avoir des réactions face à des personnes trans et dans ces cas-là, en fait, aussi à des hommes qui se déguisent en femmes. Dans les premiers cas, du coup, dans les cas des psychoses, les spectateurs ont appris à avoir peur de la personne en question, dans ces cas, les tueurs en série, c'est-à-dire un homme qui se déguise en femme. Dans le deuxième cas, Madame Doubtfire, on a appris à se moquer en fait des personnes trans. Dans ces cas-là, Robin Williams qui se déguise en nounou pour être avec ses enfants. Dans les troisième cas, Ace Ventura,
de Jim Carrey, où en fait, on a appris tout simplement à vomir dans une situation où la personne est outée publiquement. Je vous conseille vraiment d'aller regarder même juste le petit passage où Jim Carrey littéralement va en fait enlever les vêtements de la fille en question, va la déshabiller devant tout le monde et il y a tous ses collègues qui ont déjà couché avec elle, qui vomissent en même temps. C'est une scène qui en 2022 est très, très frappante et qui nous a par contre, qui a, on va dire, eu des vraies conséquences sur les actions qu'on a suite à un outing et suite à ces situations en ligne générale. Parce qu'on s'est senti en Grèce, on s'est senti capable et autorisé à faire ça parce qu'on les voyait dans les médias. Heureusement, la situation s'améliore. Du coup, là, on a pris 3 exemples, mais heureusement, il y en a beaucoup plus. Dans le premier, c'est Orange is the New Black, où en fait, il y a une actrice, Laverne Cox, qui est une personne trans qui joue un personnage trans. Et on va voir pourquoi c'est important par la suite. Dans le deuxième cas, on a Elliot Page, qui a fait son coming out trans en 2020. Et dans le troisième, Nikki Tutorial, c'est-à-dire une youtubeuse beauté. Je reprends le cas de Nikki Tutorial parce qu'elle a dû faire en vidéo de son coming out en 2020 parce qu'on l'a menacée de la outer publiquement et en étant un personnage public, elle a préféré en fait faire son coming out de force. La vidéo, elle a, je pense, désormais 40 millions de visualisations et si jamais vous avez jamais parlé avec une personne trans ou vous n'avez pas eu l'occasion de lire ou d'écouter une personne trans raconter sa vie, je pense que ça peut être très intéressant aussi parce que c'est plus ou moins notre génération et c'est un personnage public. Du coup, ça augmente en soi la complexité aussi d'un coming out public. Mais en soi, on est encore très, très loin. Là, c'est 3 films, du coup, Dallas Buyers Club, The Danish Girl et Zoolander 2, où en fait, on a des hommes cis qui jouent des femmes trans. Du coup, le fait d'avoir ces 3 acteurs cis qui jouent des femmes trans apporte apporte un vrai manque de représentation et une ridiculisation en soi de la psychologie aussi des personnes trans. En fait, c'est comme à l'époque de Shakespeare où les femmes étaient jouées par des hommes. Nous avons arrêté de faire ça. Du coup, c'est idéal qu'on arrête aussi de faire représenter des personnes transgenres par des personnes cisgenres. Mais du coup, là, on a parlé surtout des pop culture, mais qu'est-ce qui se passe au-delà du coup de la pop culture? Dans le monde de la santé, on sait qu'une personne LGBTQI+ sur 4 a été témoin des remarques discriminatoires par les professionnels de santé. 7 personnes transgenres sur 10 ont été victimes de transphobie. Et une personne transgenre sur 2 a déclaré que leur médecin généraliste ne comprend pas forcément leurs besoins. Pour tout ce qui est les travails, on a 2 personnes LGBTQI+ sur 3 qui ont caché qu'ils sont LGBTQI+ au travail par peur des discriminations. Pour tout ce qui est crime de haine, on sait que 2 personnes sur 3 LGBTQI+ sur 3 sont victimes de violences. Et pour tout ce qui est à l'échelle mondiale, on sait qu'il y a 70 pays qui criminalisent aujourd'hui les relations entre les personnes du même sexe. Un quart de la population mondiale pense que faire partie de la communauté LGBTQI+ devrait être un crime. Et la plupart des gouvernements refusent aux personnes trans la possibilité et les droits d'échanger légalement leur prénom et leur sexe dans les documents. Voilà, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, on va passer au formulaire. La transition, vous allez voir, on part surtout de formulaires parce qu'on sait qu'en UX, les formulaires sont vraiment méprisés. Personne n'aime remplir un formulaire, c'est long, c'est des informations personnelles et surtout, en formulaire, c'est en fait dans la plupart des cas, la promesse de la part de l'utilisateur qu'il va
normalement revenir sur les sites et que ce n'est pas du coup la dernière visite. Mais il y a aussi des cas où, par exemple, les sites d'e-commerce qui sont sans inscription obligatoire, du coup, où il n'y a pas de formulaire, arrivent à faire des bons dans leur chiffre d'affaires majestueux. Du coup, en général, on déteste presque tous les formulaires, mais on sait aussi que dans plusieurs cas, ils sont nécessaires pour avoir les infos de l'utilisateur, par exemple au moment de l'inscription. Et c'est pour ça que du coup, on va parler de différence entre formulaire inclusif et exclusif avec plusieurs exemples. Le premier cas, c'est un formulaire inclusif parce qu'il est neutre. Du coup, c'est un formulaire d'inscription, dans ces cas, c'est Twitch, où en fait, dans le formulaire d'inscription, il n'y a aucune des références au sexe, au genre, à la civilité et au pronom. Du coup, ça permet que n'importe qui peut le remplir en se sentant à leur aise. Je vous rappelle que le but de ce talk, c'est de parler de l'utilisation des produits digitaux par les personnes trans. Du coup, c'est pour ça qu'on a voulu faire un focus sur sexe, genre, civilité et pronom. Après, on a les sexes. Les sexes, c'est né dans le contexte médical et c'est c'est sexe masculin ou féminin qui est assigné en fonction des organes génitaux externes. Il y a des cas où, dans des formulaires, on doit demander le sexe de l'utilisateur. Par exemple, là, c'est un sondage des NHS par rapport à par rapport au Covid et par rapport à des statistiques sur le Covid. Et du coup, là, on devait dire female, male ou je préfère ne pas les dire. Et il y avait une explication sur l'utilisation de cette donnée. On va revenir après avec Christopher sur ça. Après, il y a aussi les genres. Du coup, c'est l'appartenance à l'un des deux sexes d'un point de vue culturel plutôt que biologique. Et c'est un terme qui naît plus ou moins dans les années 50 sur des travaux sur la socialisation des filles et des garçons. La finalité, du coup, du genre, par exemple, dans les applis, c'est en fait de distinguer les sexes à la naissance du genre ressenti directement par la personne. Si on passe au pronom, c'est un mode grammatical qui sert à remplacer un mot ou un groupe de mots. Du coup, on utilise beaucoup les pronoms, par exemple, même dans LinkedIn, Slack, etc., parce que les pronoms visent à ne pas assumer du coup les genres juste par rapport au prénom et soutenir les passings des personnes trans. Les passings, c'est la capacité d'une personne à être considérée en un seul coup d'œil comme une personne cisgenre. Du coup, dans ces cas-là, on voit à gauche LinkedIn où on a 4 différentes options. Du coup, she, her, he, him, they, them, et après la possibilité de personnaliser les pronoms. Et dernier, la civilité. Du coup, c'est ce qui indique les titres d'une personne d'un point de vue d'état civil. Ça naît au XIIIe siècle. Et la finalité, du coup, dans le monde des designs, c'est de ne pas limiter au genre binaire. Et c'est pour ça qu'il y a des années, en fait, on critiquait beaucoup la différence entre madame, mademoiselle, comme femme mariée et femme non mariée, qui aujourd'hui est devenue plutôt par rapport à l'âge. Mais c'est intéressant sur la gauche de voir, par exemple, ce que la Maison Blanche utilise comme civilité. Du coup, il y en a pour tous les goûts. Et surtout, il y a une civilité non binaire pour que tout le monde puisse l'utiliser sans problème. Petit point de rappel par rapport à la civilité, par contre, la civilité n'a aucune valeur légale. Du coup, en général, on se rend compte qu'on est habitué à demander la civilité aux utilisateurs, mais en soi, la civilité, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas une valeur légale. Du coup, moi, je peux très bien être, on va dire, être assigné masculin à la naissance en tant que sexe, mais après préférer être appelé madame. Et dans les documents, ce type d'information n'a aucune valeur légale. En France, il y a entre 20 000 et 60 000 personnes trans, dont personnes non binaires. Et ce qui est intéressant, c'est aussi qu'aujourd'hui, si on pense par exemple aux États-Unis, mais pas que, dans les nouvelles générations, du coup, entre les 18 et 30 ans, 5% des Américains se considèrent non-binaires. Du coup, c'est un phénomène, entre guillemets, qui existe, on doit bien prendre en compte, parce que les utilisateurs, c'est, comme on dit souvent, tous les utilisateurs. Du coup, à partir du moment où on a choisi d'être designer, on doit aussi prendre en compte le spectre
et je choisis pas ces mots au hasard, le spectre des utilisateurs qu'il y a dans le monde. Mais du coup, quelle incivilité? On a 3 cas qui sont, juste 3 exemples de comment la civilité peut être, mal utilisée ou en fait des situations où, la civilité a été utilisée de la, entre guillemets, «mauvaise manière». Dans les premiers cas, c'est, un screenshot d'un formulaire d'inscription pour, un e-commerce. C'est en italien, mais en fait, on avait signor, signora, du coup madame, monsieur, madame, et après diverso, divers, littéralement. Ce qui était une mauvaise traduction, en fait, de la fameuse troisième option. Mais après, on a pas mal ici, mais il y a vraiment quelqu'un qui a reçu à la maison un colis avec diverso carangori, parce que c'était considéré, en fait, comme, un titre. Dans le deuxième cas, ça c'est un site de l'État où la civilité est traitée comme ta gueule, on off. Du coup, c'est assez perturbant et assez particulier de voir, en fait, bah, les petites icônes comme aux toilettes, en fait, rose pour les femmes, bleu pour les hommes. Dans les troisième cas, c'est, on demande de la civilité chez Mariage Frères quand on veut acheter du thé. Donc voilà, et là, on a les toggles madame, monsieur, ce qui pour, plusieurs personnes n'est pas assez ou n'est plus assez pour, être considéré à l'intérieur d'un produit digital. Christopher, je te laisse la main. Yes, merci. Là, je vais vous présenter en effet 6 bons exemples et 6 mauvais exemples justement de quelque chose qui existe déjà sur le marché. Notamment, on va commencer par les bons, par ceux qui se passent bien. Chiara avait déjà cité l'application Fields. En effet, il y a des bonnes pratiques dans le sens où, alors c'est une application de rencontre à la base, et ça permet de choisir notre genre et nos pronoms. Ici, on peut voir qu'il y a vraiment tout le spectre possible. Il y a beaucoup de choix. Ensuite, on a la Maison Blanche, le site de la Maison Blanche. Et là, encore une fois, on revient sur le fait qu'il y a Mister, Mrs, le reste, mais aussi Docteur et MX. Donc, on a plus de possibilités. Et il y a aussi des applications qui sont faites exprès pour les personnes trans, notamment celle-ci qui permet de traquer la prise d'hormones tout au long du traitement hormonal. Et ça permet d'avoir une notification en mode discret. Notamment, bah, ici avec mes collègues au travail, je peux avoir une notification que je peux personnaliser pour avoir par exemple un message pense à arroser tes plantes ou et je pas juste pense à faire ton injection ou prends tes cachettes. Ensuite, on en a 3 autres. Alors le premier, c'est un cas d'un fournisseur énergétique italien qui permet de changer le prénom du titulaire du contrat gratuitement, justement s'il y a eu un changement légal derrière. Donc c'est une très bonne pratique à faire, qui n'est pas des frais en plus. Ensuite, là, c'était une fiche d'inscription pour un événement. En effet, on voit qu'on demande un prénom d'usage. Est-ce que je veux ou pas que le prénom que j'ai mis, le prénom civil, il reste confidentiel ou pas? Donc, on donne le choix à l'utilisateur et à l'utilisatrice d'être acteur et actrice de cette décision. Et ensuite, chez PayPal, on peut changer le prénom. Tout simplement, on a la possibilité de l'updater dans les réglages, en fournissant un justificatif, bien sûr. Ensuite, il y a quand même des choses, comme on dit tout à l'heure, hein, tout n'est pas cool à présent. Justement, notamment si je veux faire du sport, j'ai que 2 possibilités. Si je suis une femme, que ce soit cis ou trans, je veux travailler sur mes fessiers. Donc, j'ai mes petites icônes des fesses qui deviennent énormes sur, sur le Google Store ou l'App Store. Et si je suis un mec, que ce soit trans ou cis, bah pareil, je veux travailler sur mes biceps, mes triceps, mes abdos, parce que c'est comme ça que ça se fait. On est très binaire encore dans le monde du sport. Je veux pas juste faire du sport pour être en forme. Ça n'existe pas. Tout ce qui est tracking des règles reste encore très stéréotypé, sachant qu'il y a alors déjà une interprétation stéréotypée des codes couleurs, notamment bah, ici on peut voir que tout est rose et hyper girly entre guillemets, sachant que tout le monde ne se trouve pas forcément dans ces codes-là et qu'il n'y a pas que des femmes cis qui ont des règles. Tout simplement, on va avoir des hommes trans qui ont des règles aussi, des personnes non binaires qui en ont. Donc c'est pas forcément très inclusif. Et aussi dans la recherche d'emploi, ça reste très binaire avec 2 genres. Alors ça commence
a changé un petit peu, mais la plupart, en tout cas des offres d'emploi, ça reste F, H, et c'est tout. Il n'y en a pas d'autre chose. Ensuite, on a encore des adhérences sur des recherches Google. En effet, ici, si on cherche Elliot Page, on tombe sur toute sa vie privée et son dead name. Le dead name, c'est le nom qui lui avait été attribué à la naissance. Ainsi que oui, ici, on parle d'une personne publique, mais c'est un exemple qui nous avait été remonté par une utilisatrice qu'on avait interviewée, donc une personne particulière. Ensuite, il y a encore des formulaires qui ont la civilité binaire. Là, je raconte rien de nouveau, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il y a aussi une pratique qui est faite en Italie par rapport aux élections. Quand on veut aller voter, il y a 2 fils. Alors, c'est très stéréotypé, hein. Il y a le registre masculin en bleu, le registre, je sais pas si on dit registre, mais en gros deux groupes, et celui féminin en rose. Et si je suis un mec trans qui n'a pas encore mis à jour ses documents, je dois forcément aller dans la file où il y a toutes les femmes. Donc je suis obligé à me outer publiquement, même si je n'ai pas envie, en sachant que ça a baissé énormément le taux de votation faite par les personnes trans, parce que justement, elles n'ont pas envie d'aller sauter en public, potentiellement avec nos voisins de rue. Et donc, nous, on se demandait 2 questions. On s'est posé 2 questions. D'abord, pourquoi on va se demander ce type d'information à nos utilisateurs? Pourquoi on demande le sexe? Pourquoi on demande la civilité? Quel est le but? Et ensuite, ça a découlé quelque chose de très naturellement. Si tu es dans un magasin physique, est-ce qu'on irait le demander? Notamment chez Mariage Frères, je vais acheter du thé. Il n'y a pas du thé pour hommes cis, trans ou femmes cis, trans. Il y a du thé, je veux du thé, tout simplement. Donc, pour faire ça et répondre à ces questions, on a interviewé des vraies personnes, des personnes trans et non binaires, pour avoir leur ressenti et pour savoir comment on fait pour créer des formulaires inclusifs. Donc là, on va passer vraiment au point cœur du sujet. En effet, on a pu créer ce persona qui nous dit, en effet, en tant que personne trans, il y a des points qui sont essentiels. Le fait qu'elle veut savoir pourquoi les données sont importantes, veut avoir la possibilité de masquer le prénom, et il a besoin d'un environnement qui soit safe, et donc dans lequel on puisse se sentir en confiance. On a présenté plusieurs formulaires. La meilleure option dans un premier temps, c'était le fait d'avoir un formulaire, un style Twitch qu'on a vu tout à l'heure, neutre, où on ne demande pas de prénom et on a un langage non genré, en sachant que l'identité n'est pas forcément, ça n'apporte pas forcément quelque chose, à mon expérience, comme on voit depuis les verbatims des personnes qu'on a interviewées, et ça reste moins intrusif. Mais il y a des cas, en effet, où on peut avoir besoin de la civilité, notamment dans des parcours médicaux, dans l'administration, où on doit savoir à qui on s'adresse, ou pour des statistiques, par exemple. On a besoin de recueillir ce type d'informations. Donc, ce qu'on a fait, c'était de présenter un autre type de formulaire. C'était une V1, où on avait 3 options, madame, monsieur, et je préfère ne pas le dire. Et les retours qu'on a eus, c'était que, en effet, la 3e phrase, ça reste quand même presque, c'est perçu en fait comme presque accusatrice. C'est comme si on avait un secret à garder pour nous, comme si on avait quelque chose à ne pas vouloir dévoiler. Et en effet, oui, il y a une personne qui nous disait, ça montre qu'il y a un effet, qu'il y a en effet un effort de fait, mais je sais pas comment ils vont me genrer derrière. Qu'est-ce qui se passe si je coche la 3e option? Et ensuite, le fait que madame et monsieur, ça devient obsolète aujourd'hui. Donc, on a itéré sur une V2. On a trouvé un autre exemple qu'on a pu faire tester à nos utilisateurs et utilisatrices. Et en effet, ici, on allait expliquer pourquoi on allait poser ces questions-là. Donc, on est resté quand même sur une vision pas trop challengeante. Hein. C'est par une démarche un petit pas, en cherchant d'utiliser l'existant aussi. Et en effet, là, on explique pourquoi et on donne le contexte. Pourquoi on demande ça. Et en effet, ici, il y a une personne qui nous a dit, oui, il y a le fait, l'explication qu'on donne de personnaliser l'expérience, mais un peu mal à l'aise. Peut-être il aurait peur qu'on influence son expérience, comment ça se passe. Par contre, sans être parfaite, cette proposition-là, elle reste le meilleur compromis entre le besoin
des utilisateurs et l'intention de l'entreprise, en tout cas business qu'il y a derrière. Et il y a vraiment une notion de transparence qui a ici derrière pour trouver un bon compromis pour toutes les parties qui utilisent. Donc, en effet, on peut avoir besoin du prénom. Pourquoi je reviens encore sur la notion de statistique ou du parcours médical. En effet, on a mené aussi une enquête quantitative et ce qui est ressorti, c'est qu'en effet, il y a un vrai besoin par les personnes trans, en tout cas qui sont dans cette situation de avoir besoin d'avoir un changement de prénom, où tout le monde, tout le monde, tout le monde en a vraiment besoin. Là, c'est vraiment le 100% hein, sur les personnes qui nous ont répondu. Il y en a le 100% qui a déjà changé ses documents d'identité, le 13% a environ qui est un 32, et le reste qui dit non, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai bien envie de le faire. Il n'y a personne qui a dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et c'est pour cela que nous avons proposé une fonctionnalité à mettre en place, qui serait le fait de donner comme le formulaire de l'événement qu'on a vu tout à l'heure, on donne la main à l'utilisateur, à l'utilisatrice de choisir s'il veut partager ou si elle veut partager son prénom avec les autres utilisateurs ou pas. Et s'il ne veut pas, bah, comment tu souhaites être appelé. Un pseudo, une sorte vraiment de pseudo pour être safe auprès de tout le monde. Et pourquoi aussi on vous a présenté ce sujet? Pour nous, c'est vraiment aussi une notion de revanche. Il y a un vrai enjeu derrière et on va vous laisser avec deux livres. Le premier, ça s'appelle, si on traduit, Écrit et laisse vivre, d'une autrice italienne qui est Valentina De Michele et qui nous dit qu'en effet, si on va vraiment analyser les formulaires, les questions qui sont dedans en disent davantage sur la personne qui les pose que sur celle qui répond. C'est un peu comme dans les offres d'emploi. On peut voir les valeurs de l'entreprise par rapport, parfois rien que dans la fiche de poste, que par rapport aux personnes qui vont postuler. Et sur le deuxième livre qu'on va partager avec vous, qui s'appelle Technically Wrong. Et en effet, ce qu'on veut mettre en avant avec ce livre-là, c'est le fait que lorsque on met en avant les besoins des personnes trans et lorsqu'on met visible et explicite ce type de besoin au sein d'une interface, bah, tout le monde en fait va recevoir une piqûre de rappel. On va donner un message à tout le monde qui est bah, en fait les personnes trans et non binaires, je peux ajouter, existent. On est là, on a des utilisateurs comme tout le monde, et c'est pas parce que on est à un pourcentage plus faible entre guillemets qu'on ne doit pas être pris en compte. Et je lui ai posé une question, donc pour conclure. Mais du coup, vous êtes plutôt team pain au chocolat ou chocolatine? Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en effet, alors ça c'est un vrai débat au sein de la communauté française tout simplement, hein, des personnes qui vivent en France. Et en fait, il faut savoir que la réalité n'est pas vraiment si simple que ça. Ici, on peut voir une carte de la France où il n'y a pas que chocolatine et pain au chocolat. En fait, il y a le petit pain au chocolat. Et si rien que sur un sujet si anodin, entre guillemets, que le pain au chocolat et la chocolatine, et en tout cas un truc qu'on mange, et c'est des goûts vraiment personnels, imaginons ce que peut avoir comme impact sur un sujet où on a beaucoup plus d'enjeux comme celui du genre et de la vie privée en fait des personnes. Après, il y a aussi toutes les notions qu'on a citées au début. On reste dans une société où il y a une vraie hostilité envers la communauté LGBTQI+. Il y a un désintérêt des marques vis-à-vis de la communauté, sauf magiquement au mois de juin, parce que c'est la mois des fiertés, je sais pas pourquoi. Tout le monde va mettre des logos rainbow partout. C'est un peu comme la Saint-Valentin, c'est que le 14 février, un peu pareil. Et encore une fois, le fait qu'on va exclure une tranche de population. Donc en tant que designer, on a des responsabilités qu'il faut prendre en compte vis-à-vis de toutes les personnes qui vont utiliser nos produits. Et après, il y a aussi un volet de visibilité des personnes trans. En effet, l'idée, c'est d'aller créer un environnement digital qui soit plus safe et serein aussi,
on a des microagressions partout. On va à la poste, ils nous demandent non, mais c'est pas votre carte vitale, c'est celle de votre femme. Non, en fait, c'est la mienne. Bah, au moins, nous, vu qu'on a la main là-dessus, on peut avoir aussi des relations qui sont privilégiées, entre guillemets, des one-to-one avec des personnes. Bah, profitons-en et faisons quelque chose pour faire changer les choses avec les moyens qu'on a. Donc, merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu et on est ouvert pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Si on a dépassé ou pas, j'ai pas trop le sens du temps. 3 minutes, précis. On est parfait dans le temps. Cool. Super. Merci beaucoup à vous deux. On n'a pas de questions pour le moment dans le chat, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser à Chiara et à Christopher. Alors, je voulais juste dire que la présentation était super. Merci beaucoup. En plus, elle était claire, elle était légère. Et pour voir des présentations blindées au quotidien, ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose d'aussi joliment fait. Merci beaucoup pour tout le contexte aussi. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver ces informations, je sais pas, dans un article ou dans un document que vous fournissez ou qu'on peut retrouver quelque part? Ça fait un mois qu'on doit se motiver, on va les faire. Je te jure, on va les faire. Bah, en fait, déjà, merci, c'est hyper sympa. On a fini avec les pains au chocolat chocolatier parce qu'on avait dit, bon, sinon, ils vont se déco, du coup, on cherche, voilà. Oui, en soi, déjà, cette présentation, c'est la V2 de la présentation qu'il y a eu à Paris Web il y a un mois. Du coup, l'idée, ce sera de publier ça. On doit encore voir, ça va être probablement sur Medium, etc. De toute façon, pour tout ce qui est ressources, Cyril a toute la bibliographie, du coup, vous avez toutes les données. On va se motiver. Aline, je te jure, je l'ai fait pour toi. On se motive et on le publie. Merci beaucoup. Mais où est-ce qu'on pourra le retrouver? Parce que moi, je vous ai découvert sur Meetup, mais je ne sais pas, est-ce que j'ai sur votre LinkedIn, On est sur LinkedIn tous les deux. Je peux t'envoyer nos profils respectifs si tu veux dans le chat. Avec plaisir, merci. Et pour ce qui est de la vidéo, donc, du coup, l'enregistrement de ce talk, ce sera sur notre chaîne YouTube de UX Writers FR, et on mettra la liste des ressources que Chiara et Christopher vont nous donner dans la bio de la vidéo YouTube. Merci. J'imagine que vous allez parler dans la bibliographie du documentaire Disclosure ou Identité Trans ou de l'image, voilà, qui est vraiment super sur Netflix. Oui, absolument. C'était un peu, on va dire, la base. Et du coup, je pense que tu as reconnu la plupart des références, surtout au début pour la pop culture. Et c'était vraiment le point de départ. Et c'était aussi ce qui nous a fait dire, faut faire quelque chose de notre côté parce que c'est bien de faire un documentaire Netflix, mais à un moment donné, il faut aussi on va dire, le reconvertir dans ce qu'on fait tous les jours. On n'a pas forcément les moyens de Netflix. On est en train de bosser pour ça. Mais l'idée, c'était vraiment de l'apporter à quelque chose de plus proche à notre domaine. Super. C'est très bien fait. Bravo et merci. Merci à toi. Merci. Et David, il va bien avoir le replay. Cyril va mettre le replay, mais je ne sais pas quand. Ce sera vendredi matin. Parfait. Voilà. Donc, si tu veux, David, tu peux déjà aller t'inscrire sur YouTube, sur la chaîne UX Writers FR, et comme ça, du coup, tu auras la notification. Et oui, ce sera bien sur cette chaîne-là. Merci, Benjamin, pour le lien. C'est super. Yosh, tu as une question? Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation. J'ai totalement aimé. Ça fait quelques jours que je suis tout ce qui est actualité concernant le design inclusif. Bon, je suis en Afrique, précisément au Togo. Et donc, le thème inclusif, le thème transgenre n'est pas vraiment reçu en Afrique. Tout au Togo, ce n'est pas vraiment ça. Même le design, peu importe si on fait le design, c'est binaire. Homme, garçon, et c'est toujours le masculin qui prend plus de place. Donc, la rédaction est inclusive même. Elle n'y est pas du tout. Des fois, ça fait de longues phrases et les gens disent que, bon, moi, la remarque, comme on dit la dernière fois, comme on dit que je forçais les gens à réapprendre le vocabulaire. Que c'est un peu plus long, un peu bon, bref, c'est un peu plus compliqué. Et donc, moi, j'ai deux questions d'abord. La première question, c'est que si quelqu'un ne choisit pas de mettre
en valeur, c'est-à-dire de mettre en avant la civilité. Comment est-ce qu'on peut peut-être indexer la personne? Si on sait, bon, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne l'a jamais vu, maintenant on voit la personne. Comment est-ce qu'on peut l'indexer? Juste par son nom. Si on ne connaît pas son nom, comment est-ce qu'on essaie de l'indexer? Et maintenant, la deuxième question, c'est à propos des registres. Quand j'ai vu 2 couleurs des registres, Christopher, vous proposez quoi? Qu'on fasse d'autres couleurs pour pouvoir permettre aux gens. Maintenant, la question, si on fait d'autres couleurs, ce n'est pas vraiment exposant out pour des gens qui veulent vraiment se cacher. Si on les, bon, pas se cacher en temps, ne veulent pas être connus. Si par exemple on fait des trans, une couleur pour les trans par exemple, à part le vert et puis le rose, comment est-ce qu'ils vont se sentir ces personnes devant les fils d'entente en fait? Donc, ça, c'est mes 2 questions. Maintenant, je vais dire quelque chose assez. Je vous ai envoyé un mail, mais je n'ai pas encore eu de retour. Ça, c'est à Cyril que je m'adresse. Merci. Je vais essayer de regarder du coup Oui, votre il n'y a mail pas, il y a pas de pour vous souci. répondre. Merci beaucoup. Merci. On va laisser Chiara et Christopher répondre. Je vais répondre à la deuxième question, parce que c'est celle que j'ai plus fraîche dans la tête. Pour moi, c'était pas une proposition, le fait d'avoir les 2 couleurs. Après, j'espère d'avoir bien compris, tu me dis si je me trompe. C'est un fait qui existe aujourd'hui. Et pour moi, il n'y aurait pas besoin justement d'avoir 2 types de registres, mais tout simplement, tu arrives avec comment on dit, le bulletin électoral, enfin avec ta carte en tout cas pour voter. Et peu importe ton genre et ton sexe, juste arrives, tu es inscrit dans un registre unique, sans forcément aller demander qu'est-ce que tu as mangé à midi. Pour moi, ça revient au même en fait. C'est comme si je te demandais, oui, mais du coup, alors les signes astrologiques, Sagittaire, ils vont par là, les Béliers, ils vont par là. En fait, c'est pas forcément, ça sert pas forcément à l'objectif. Et on revient un peu aux notions qu'on utilise à UX et en product design et en général dans notre métier. Quel est le besoin derrière? Quel est le besoin et de quoi on a besoin pour répondre à ce besoin. J'ai utilisé le mot besoin 3 fois, mais et là, le fait de diviser les personnes par genre, à mon avis, et au vu de la recherche qu'on a fait, c'est pas nécessaire. Donc on peut s'en passer en effet. On peut juste avoir une liste, avoir 2 fils peut-être pour bien mener le flux de personnes qui arrivent, mais pas qu'ils doivent se diviser par sexe, par genre ou par identité en tout cas de genre. Et la première question, c'était comment je fais pour Indexer. pour indexer. Indexer. Du coup, tu parles bien d'un point de vue marketing de différence hommes-femmes, j'imagine? De ce point de vue-là? Est-ce que tu peux soit t'allumes ton micro, soit répondre en chat, juste pour être sûr d'avoir les... Non, je n'ai pas saisi votre question, s'il vous plaît, Chani. Vous me reposez la question, n'est-ce pas? Vous voulez avoir plus d'éclaircissement? Non, c'est-à-dire, tu avais dit que parfois tu as besoin de la civilité pour diviser entre hommes et femmes d'un point de vue pour indexer en fait les utilisateurs. C'était pour bien comprendre que c'était ça, du coup c'était tout ce qui est indexé d'un point de vue marketing pour voir combien des hommes et des femmes sont présents sur le service, par exemple. Oui. Aussi, Ok. ça, ça d'abord est aussi pour pouvoir les appeler par leur nom. Peut-être que quelqu'un n'aime pas qu'on l'appelle par son nom. On doit dire que c'est monsieur X, madame Y, par exemple. Mm-hmm. Oui, Ouais. Donc maintenant, comment ça se fait? Ouais. Mais c'est pour ça. Alors, avec Christopher, on n'a pas de solution magique parce qu'on sait, même quand on va à la boulangerie, on dit toujours bonjour madame, bonjour monsieur. Du coup, c'est quelque chose aussi qu'en français est assez répandu, assez fixe dans les usages. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'on n'a pas vraiment besoin de cette information-là parce que même pour dire, on peut m'envoyer un courrier en disant bonjour Madame Angori, ou bonjour, je sais pas, ou bonjour Monsieur Angori, ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, surtout en travaillant dans les produits, en bonjour Chiara, ça peut marcher. Ou pour les impôts, on peut utiliser une autre. On peut chercher un terme neutre, par exemple, qui me permet en plus d'un point de vue, on va dire,
de dev et des préparations, de ne pas devoir diviser entre hommes et femmes. Et on revient à la question que tu disais avant, d'utiliser un langage neutre ou même qui est agenré, c'est-à-dire que tu vas écrire tout ton mail, par exemple, ou ta microcopie, dans les cas de UX Writing et de Content Design, au neutre, du coup, en ne pas utilisant les masculins par défaut, les masculins l'importent. C'est sûr que si on a besoin d'indexer, ça t'enlève une donnée. Après, il faut aussi voir si on a vraiment besoin de cette donnée-là, parce qu'on ne demande pas aux gens leur pointure de chaussures, par exemple. Et ça pourrait être intéressant. C'est juste qu'aujourd'hui, dans le marketing, on est habitué à avoir ces types de données-là, alors que normalement, c'est aussi un choix de lui donner autant d'importance. Du coup, en bref, avec Christopher, on n'a pas la solution. L'idée, c'était juste de lever les doigts sur le fait que sur 10 cas, en fait, il peut y en avoir 2 ou 3 où, en fait, la civilité est vraiment importante à demander. Pour le reste, c'est juste qu'on est habitué à les faire et du coup, on continue à les faire. Merci. Oui. Non, j'étais en train de lire du coup la question de question. David. Ouais, alors pensez-vous que c'est une bonne chose d'utiliser le pronom IL si on n'a pas vraiment besoin d'avoir ces informations pour personnaliser nos interactions avec les utilisateurs? J'y réponds et après je te laisse la parole, Christopher. C'est en fait écrire en outre, ça enlève beaucoup de problèmes. Et normalement, dans la microcopie, tu as toujours une relation one-one avec l'utilisateur. Du coup, tu les tutoies ou vois en fait, mais normalement, tu n'utilises jamais il ou elle parce que tu es en conversation en one-one avec la personne. Du coup, on va dire dans le monde du produit, on a aussi cette... c'est plus facile, cette facilité à cause de ça. En général, les pronoms IL, un pronom qui existe, qui a son droit d'exercer et tout, objectivement, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que dans la communication one-one, dans un produit, en tutoie, on vous voit, c'est très très rare qu'on arrive à faire ça. Cela dit, ces pronoms est bien existant et ça devient, comme je disais tout à l'heure, un choix aussi politique. Du coup, en fait, si on utilise YEL, ça veut dire qu'on utilise YEL dans toute la plateforme, ça veut dire que les droits des utilisateurs sont bien respectés, des utilisateurs non binaires sont bien respectés dans toute la plateforme. Du coup, ça revient aussi au discours de Christopher. C'est pas que tu l'utilises pendant les mois de fierté et après tu le laisses de côté. C'est aussi que dans tous les produits, tu assumes en fait la démarche et tu l'utilises. Cela dit, en fait, dans le monde de la microcopie, dans le monde de l'UX Writing en général, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est parce qu'on fait une conversation en one-one. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, David? Et est-ce que, Christopher, tu veux ajouter quelque chose? Moi, je voulais rajouter le fait que c'est vrai qu'on a toujours un peu de débat par rapport aussi au langage inclusif avec le point médian. Et c'est vrai que côté accessibilité, c'est pas forcément optimal. Et ça reste un premier pas pour aller changer les habitudes. Mais si on peut faire l'exercice d'aller chercher vraiment une tournure de phrase neutre, ça reste mieux. À défaut, moi, je reste de l'avis, et ça reste mon avis à moi parce que je n'ai pas fait des recherches là-dessus, du fait que, au pire, je mets un point médian, comme ça, tout le monde est inclus. Tout le monde qui n'utilise pas forcément des lecteurs vocaux, parce que il y a cet aspect-là aussi. Donc, il faut vraiment après choisir ses combats et dire qu'est-ce que je veux, en quoi je milite, pourquoi je milite, est-ce que je veux militer dans dans une communication. Parce que pour moi, ça reste aussi du militantisme. Où je reste accessible vraiment côté technique et donc je me dis bon, tant pis, j'utiliserai un langage genré parce que j'ai pas du tout de solution pour y répondre. Sinon, vraiment le top, c'est un langage neutre. Et à ce sujet, on a organisé un talk il y a 1 an et des patates sur l'écriture inclusive et l'accessibilité. Il est disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la regarder, puisque du coup, on a eu l'intervention d'un expert en accessibilité, qui justement nous a montré comment certains lecteurs d'écran réagissent avec les points médians. Et on a aussi eu toute une première partie en introduction sur l'écriture inclusive, pour voir justement quelles sont justement les stratégies de rédaction, le fait d'avoir des termes épicènes, d'avoir des tournures neutres, pour justement pouvoir en fait inclure un maximum de personnes.
Je crois qu'on avait une autre question de Benjamin. Est-ce que vous connaissez les raisons principales de base de demander autant d'informations sur le genre dans les formulaires? Ce sont des enjeux purement marketing? Point d'interrogation. Je pense que c'est des enjeux, pas purement, je dirais surtout, mais c'est aussi qu'on est tellement habitué à demander cette info, demander l'info de l'âge, que parfois on les met alors que c'est même pas nécessaire. Du coup, pour moi, en fait, c'est d'un point de vue marketing, ça peut être intéressant, mais c'est surtout que nous, de notre côté, en ayant parlé avec des personnes qui, par exemple, écrivent leur mémoire et écrivaient des formulaires, et créaient des formulaires, pardon, il y en a plusieurs qui avaient mis par défaut le genre et par défaut l'âge. Quand tu vas demander, tu dis, mais pourquoi tu mets ça? Ça te sert à quoi? Ah bon, je sais pas. Mais c'est juste parce qu'on est habitué. Et d'un point de vue aussi de recherche, pour la plupart des gens, pour des personnes par exemple cis, c'est des informations faciles, entre guillemets, qu'on donne tranquillement, sereinement et auxquelles on donne des réponses presque par défaut, en fait. Alors que, par exemple, pour d'autres personnes, ces informations peuvent être déjà très, très privées et très personnelles. Du coup, en fait, ce qui pour nous est absolument anodin peut ne pas l'être pour d'autres personnes. Par exemple, là, j'y vais sur un autre milieu, mais demander, par exemple, quand on est enfant, demander, je ne sais pas, les prénoms de tes parents ou la profession de tes parents, alors que, par exemple, tu es orphelin, bah, c'était parti comme une question totalement anodine, totalement, voilà, pour, entre guillemets, parler, commencer une conversation, mais on ne sait jamais l'histoire de l'autre personne et le ressenti de cette personne-là. Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est né comme quelque chose de marketing pour le tracking des données, etc. Mais c'est juste que c'est devenu une habitude, selon moi. Christopher? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le fait qu'on a toujours fait comme ça, donc on continue à faire comme ça, on ne se pose pas trop la question. Et c'est encore une fois pour moi notre métier et la responsabilité qu'il y a derrière. Mais comme les chercheurs, plutôt pour le volet recherche pour le coup, vraiment parce que c'est là où on va vraiment aller déceler et chercher les besoins et le pourquoi du comment, d'aller dire mais est-ce que tu as vraiment besoin de cette info ou je le fais parce que tu l'as toujours fait. Et j'ai vu que tu disais, David, que tu le faisais parce que dans l'onboarding d'une application, tu demandes le sexe pour savoir comment Comment t'adresses. le message? Est-ce que tu pourrais, par exemple, demander comment préférer quand on s'adresse à vous ou à toi et directement les conséquences qu'il y a derrière. Après, là, je pars, je pars loin. Je sais pas ce qu'il y Mais a. objectivement, même par ta question, tu dis comment s'adresser à la personne. Du coup, tu t'adresses à la personne en lui demandant la civilité, en lui demandant le genre, non pas les sexes. Parce que le sexe, c'est le sexe biologique. Du coup, ça n'a pas forcément de rapport. Mais après, il faut voir aussi, il y a aujourd'hui très peu de produits qui peuvent à 100% être personnalisés en fonction du genre de la personne. Il y a ça aussi. Du coup, c'est pour ça l'écriture inclusive permet aussi de dire, l'écriture non pas inclusive, hein, encore mieux neutre, permet de dire, bah, peu importe qui tu es, comme ça, je t'évite de répondre aux questions, ce qui aide pas mal dans l'Europe pour les formulaires. Je t'enlève une question et c'est juste que je te parle neutre. Comme ça, au moins, bah, il n'y a pas de problème de mon côté en tant que boîte à organiser toutes les différentes variables. Il n'y a pas de problème pour toi en tant qu'utilisateur à répondre aux questions des plus. C'est comme quand on dit, bah, moi j'ai eu un cas chez Doctolib, on avait né avec les deuxièmes et entre parenthèses pour en fait homme-femme, date de naissance. Tu mets date de naissance, c'est plus long, mais au moins tu n'as pas les problèmes de devoir gérer tout ça. C'est des exemples tout bêtes, mais en fait ça permet de rendre la vie plus simple aux utilisateurs et à la boîte aussi. C'est très intéressant le point qui soulève Véronique. Je travaille pour une compagnie financière, assurance, et ces informations font varier le coût des primes car les échelles sont basées sur le sexe, l'âge, etc. Lorsque l'information n'est pas nécessaire, nous retirons maintenant la question de genre. Oui, c'est ça. Mais en fait, surtout pour travailler il y a des cas où le sexe, par exemple, va être toujours nécessaire
par exemple, dans les domaines médicaux, domaine financier, par exemple, parce que là, j'ai besoin de ta carte d'identité. Après, je peux avoir, on l'a pas mis, peut-être ça aurait été intéressant, Christopher, pour la prochaine fois, les flots qu'on avait mis sur le changement des cartes d'identité. Ouais. Où du coup, on dit, sur ta carte d'identité, tu es signé en M. Est-ce que ça t'est va, entre guillemets? Là, j'exagère sur la question, mais genre, est-ce que ça t'est va? Est-ce que tu es bien d'accord? Est-ce que tu es en train de vivre une transition, quoi que ce soit? Et comme ça, je peux dire, aujourd'hui, sur les documents, c'est M, mais en réalité, je suis en train de faire une transition pour F, je suis en train de changer les documents, etc. Du coup, c'est sûr qu'il y a des contextes plus, on va dire, liés à l'identité de la personne, comme par exemple tout ce qui est banque, assurance, impôts, santé, où c'est une information qu'on doit donner légalement. Et du coup, voilà, ça engendre des primes, etc. Ça engendre des conséquences de la part de la compagnie financière. Il y a d'autres cas, comme on disait avant, pour acheter du thé, pour acheter sur Amazon ou quoi que ce soit, c'est pas nécessaire, c'est juste qu'on est habitué à les demander et que voilà, mais même pour prendre un billet d'avion, on me demande madame, monsieur. Alors que même si moi, en tant que personne cis, je mettais madame, je mettais, pardon, monsieur, et sur le document j'ai sexe F, ils pourraient rien me dire parce qu'ils m'ont demandé deux questions différentes. Et du coup, la civilité n'a rien à voir avec mon sexe. Moi, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, Véronique, parce que pour moi, ça soulève aussi le fait que si on arrive vraiment à ne pas demander le sexe, peut-être aussi les écarts salariaux pourraient varier, pourraient ne pas être des écarts, parce que c'est vrai que c'est toujours, enfin, on le sait, enfin, il y a la donnée qui dit que les femmes, c'est pas c'est en France ou dans le monde, en décembre, elles travaillent gratos. À Parce qu'il y a partir de justement, novembre, je pense voilà, à aussi, partir de mais novembre, oui. voilà. Et là, peut-être le fait qu'on puisse aller à la racine de cette problématique sociétale, alors là, on va loin, on pousse le bouchon, on va très très loin. Peut-être ça peut faire changer les choses aussi de ce côté-là. Et c'est le fait d'aller vraiment cibler, c'est le one size fits none cité par Kat Holmes dans Mismatch dans son livre. Le fait d'aller vraiment cibler une population très spécifique qui va faire après bénéficier tout le monde. C'est grâce à un test qui avait été fait sur les avions de chasse qu'on a des ceintures de sécurité, par exemple, dans les voitures. Il y a un vrai sujet, hein. Là, je minimise parce qu'on n'a pas trop le temps, c'est pas trop le sujet, mais à le voir parce que c'est très très intéressant. L'innovation part de là, en tout cas. Mhm. On a une dernière question. Est-ce que vous avez des tips pour sensibiliser les clients à l'inclusion? Christopher, je te laisse commencer. Les clients, est-ce que c'est parce que tu es consultant et du coup, les clients pour toi, c'est juste que j'identifie ta question? Parce que, en agence, ok. Parce que du coup, ça pourrait être aussi des collègues ou un super hiérarchique. Pour moi, c'est le fait de s'acculturer énormément sur le sujet, de connaître, de maîtriser ce sujet-là pour pouvoir, même quand tu parles, donner l'exemple. C'est un peu ce que je cherche de faire moi-même, hein. Je donne l'exemple. Quand je fais des propositions, je fais ma proposition, ma recommandation. Et après, il y a toujours où je mets le curseur. À quel moment je trouve un compromis et quel type de compromis je propose parce que ça reste des clients. C'est quand même eux qui payent. Donc, c'est bien de satisfaire toujours les deux parties. Mais voilà, faut pas arrêter de battemena, comme on dit en italien. Il faut y aller, il faut toujours frapper à la porte, dire oui, mais en fait, oui, mais on peut être perçu comme relou un petit peu, mais si on arrive justement à bien mettre le curseur dont je parlais et à savoir prendre un compromis, au fur et à mesure, on arrive à sensibiliser, justement parce que c'est une sensibilisation sur le long terme dont on parle. Au fur et à mesure, on crée des alliés, on crée des sponsors. Peut-être c'est pas le client, c'est un collègue qui est d'accord avec moi, donc on peut faire un point tous les trois, ou voilà, de trouver quelqu'un qui nous aide et surtout s'acculturer, de ne pas avoir peur vraiment de poser des questions, d'aller chercher des informations et de proposer des choses, pour moi. Toujours mon point de vue. Moi, j'ajouterais juste que pour moi, la recherche change tout. C'est-à-dire, essaie de mettre des verbatims
où les utilisateurs se disent bah, ça n'a aucun sens, ou ça me blesse, ou je me sens exclu. Parce que de toute façon, si on part sur les données, avant, je disais, en France, il y a entre 20 000 et 60 000 personnes trans, c'est très peu. Mais c'est 20 000 personnes ou 60 000 personnes qui ont leur vie, qui utilisent nos produits, qu'il faut aussi respecter. Donc, en fait, les côtés données, ça ne va jamais être assez parce qu'on va dire bah, c'est le 0,1%. On ne réussit pas à inclure les personnes avec des handicaps, handicaps, alors que c'est quand même beaucoup plus que 0,1%. Donc, jamais on va être partant pour inclure des personnes trans. Mais si dans un produit, en fait, on dit, bah, cette personne m'a dit ça, ou j'ai fait des recherches par rapport à ça, avec un madame, monsieur, parce qu'en plus, madame, monsieur, aujourd'hui, c'est ringard, c'est exclusif, et surtout, si on cible des personnes jeunes, on va dire de 18 à 30 ans, on est en plein dedans. Donc, à un moment donné, il faut aussi voir quel type de vision on va aller. Après, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre tout ce qui est, par exemple, FILS, du coup, appli de rencontre, ou LCL, et la banque LCL. Ça, c'est sûr qu'il y a un fossé. Mais cela dit, bah, faut bien commencer quelque part. Et bah, peut-être que moi, en tant que personne trans, j'aurais pas envie de souscrire un abonnement ou être dans une banque où je dois me outer constamment. Du coup, c'est aussi en question d'argent finalement, parce qu'on revient toujours à ça. Mais l'idée, c'est bah, parle aux vraies personnes et faire ressentir qu'ils perdent vraiment des utilisateurs. Et c'est pas 5 et c'est pas 10. Parce que vu qu'il y a très peu de produits qui sont inclusifs à 100%, bah, tu as toute la communauté qui vit avec. Du coup, c'est triste de leur renvoyer à l'argent. Mais souvent, les PM, les boîtes renvoient à ça. Du coup, à un moment donné, il faut jouer les mêmes jeux. Mais c'est nous qui allons gagner, quoi. Ouais, et c'est exactement le même type d'argument pour l'accessibilité aussi, justement, le fait de dire Ouais. que derrière, c'est un véritable marché et c'est un véritable facteur différenciateur de dire qu'on a un statement d'accessibilité qui dit que voilà, ce site ou ce produit, il est véritablement accessible. Donc, du coup, les personnes qui ont des besoins d'accessibilité peuvent l'utiliser à 100%. Donc clairement, oui, derrière, on en revient à ça, mais c'est aussi quelque chose qui permet de faire qu'un produit peut fonctionner et peut trouver son public. Eh ben, du coup, merci beaucoup, Chiara, merci beaucoup, Christopher, c'était vraiment super. On a eu plein de messages de personnes dans le chat qui disaient que c'était top, qu'ils ont aimé la discussion. Comme on disait, on va publier la vidéo vendredi matin, on va mettre la biographie, les ressources, etc. Les bibliographies, pardon, les ressources, et voilà. Et donc, du coup, bah, j'en profite encore pour remercier Chiara et Christopher pour leur super sujet. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao. Pour vous. Ciao. Merci.